Faut que tu te mettes, ça marche pas. Ouais, je sais. Tu veux que je te les passe? Non, ça va tomber. Ça, je suis obligée de suivre. Du coup, on va reprendre. Alors, je me présente. Moi, je suis Leïla Waïcha. Je suis diététicienne donc au service d'endocrinologie, diabétologie du professeur Carrel à l'hôpital Robert Debré. Et donc, ce matin, j'interviens sur la prise en charge diététique, mais pas seulement. Je vais vous parler aussi du parcours de soins et des différents acteurs qui sont présents dans la prise en charge. Voilà, donc comme ça, vous aurez une vie plus complète. Alors, donc, elle l'a un peu évoqué tout à l'heure, le docteur Amouyal, c'est donc, est-ce que l'objectif de la perte de poids, selon vous, est pertinent chez l'enfant et l'adolescent? Pas que, ouais, mais non. Effectivement, pour nous, c'est pas un objectif prioritaire chez l'enfant et l'adolescent. Nous, notre but, c'est de ralentir la progression de la courbe de corpulence. Donc, peu importe s'il y a une perte de poids, on va vraiment veiller à ce qu'il n'en prend pas, qu'il stabilise et en grandissant, il grandit de façon harmonieuse. Du coup, tout enfant aussi, ils vont avoir leur objectif. Alors, bon, après, à condition qu'ils soient aussi réalistes, mais c'est important de le connaître. Donc, je ne sais pas, un ado qui va vous dire qu'il fait 120 kg, je veux faire 50 kg, ça va être un peu difficile à... Mais en tout cas, voilà, il a son objectif à lui et c'est important de le savoir. Alors, nous, dans les principes de la prise en charge, notre objectif, ça va être améliorer sa qualité de vie et prévenir les complications. C'est les deux choses qui sont primordiales. Donc, dans l'obésité, là, je vous parle des recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc, on demande à ce que c'est un suivi qui est régulier et prolongé d'au minimum 2 ans. Ça, c'est la recommandation. Donc, c'est un suivi régulier et prolongé. D'accord ? Après, il y a la réalité du terrain qui a beaucoup de perdus de vue, etc. Mais en tout cas, ce qui est recommandé, c'est ça. On essaye aussi de fonder sur les principes de l'éducation thérapeutique. On prend en compte donc à la fois l'alimentation, mais pas que, l'activité physique également, la sédentarité, l'équilibre des rythmes de vie, est-ce que l'enfant dort bien la nuit, à quelle heure il se couche, etc. Et puis les aspects à la fois psychologiques et socio-économiques. Il faut savoir que dans l'obésité, vous allez retrouver beaucoup de précarité aussi. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Ouais. Donc aussi, chez l'enfant ou l'adolescent, ce qui est important, c'est qu'on ne fait rien, surtout chez l'enfant, sans les parents. Donc du coup, ça implique les parents ou les adultes qui sont responsables de l'enfant dans la prise en charge. Donc ça, c'est important aussi. On travaille aussi avec les parents. Donc c'est important d'avoir l'adhésion des parents et de l'enfant. Voilà. Donc c'est toute la famille, en fait, qu'il va falloir prendre en charge, finalement. Et surtout, en tant que professionnel, il y a aussi des règles plus éthiques de ne pas culpabiliser, blesser ou stigmatiser ni la famille ni l'enfant, si possible. Voilà. Donc voilà les principes de la prise en charge selon les recommandations de l'HAS. Ça va? Ouais. Ok. Donc le rôle du médecin, il va avoir trois volets. Le premier, ça va être la diététique. Donc du coup, le but, c'est d'obtenir pour nous un changement qui va être durable. Le but, c'est pas de faire ça sur 2 mois, il n'y a aucun intérêt. Donc vraiment veiller à ce que ce soit durable. Désolée. Alors, sur forcément les habitudes de l'enfant, mais aussi de l'entourage du coup. C'est pas que l'enfant qui va faire les efforts, ça va être toute la famille. Et on va se baser sur les repères nutritionnels du Paris Santé, enfin du PNNS, c'est le Programme National de Nutrition Santé. Vous connaissez ça, j'imagine? Oui. Voilà. Donc voilà. Les objectifs du coup sont retenus forcément en accord avec la famille.
Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est de tenir compte de leur goût, parce que souvent ils viennent de cultures différentes, etc. Donc ils ne mangent pas forcément de la même façon qu'en Occident ou qu'en France même. Voilà, donc ça c'est important d'en tenir compte. Et il y a deux choses que j'ai mis en rouge et qui est primordial pour moi. Les régimes à visée amaigrissante sont déconseillés. Voilà, je sais qu'il y a parfois des médecins qui peuvent prescrire des régimes. Surtout pas chez l'enfant et l'adolescent, s'il vous plaît. Et la deuxième chose, c'est qu'aucun aliment ne doit être interdit. Ni le chocolat, ni les chips, ni rien. Chez l'enfant et l'adolescent. On va voir ce qu'on va faire tout à l'heure, mais en tout cas, sur les deux choses que j'insiste, c'est pas de régime et pas d'aliments interdits. Voilà. Donc ça, c'est pour l'accompagnement du coup diététique. Tout ça, ça reste dans les recommandations de l'HAS. Sur l'activité physique. Donc, du coup, le but, c'est de forcément augmenter l'activité physique et de réduire la sédentarité. Voilà. Donc, elle recommande de parvenir à cumuler 60 minutes d'activité physique quotidienne, modérée à intense. Donc, chez l'enfant, c'est beaucoup plus que chez l'adulte. Du coup, et surtout, limiter les comportements sédentaires, surtout de nos jours. Donc tout ce qui va être smartphone, console de jeu, tablette, ordinateur, télé, etc. Donc ils prennent de plus en plus de place dans la vie d'un enfant et d'un adolescent. Donc ça va être les deux facteurs, donc la sédentarité et l'activité physique dans l'accompagnement. Et le dernier, c'est l'accompagnement psychologique. Donc du coup, forcément, il y a donc renforcer la motivation. C'est des patients qui vont avoir souvent une estime qui n'est pas top. Du coup, voilà, de les motiver, formuler de façon positive les objectifs, les soutenir bien sûr, déculpabiliser quand ils n'y arrivent pas, etc. C'est pas grave, on reprend les choses en main. Donc on renforce aussi les compétences et la cohérence parentale. C'est vraiment beaucoup, chez les enfants, il va falloir vraiment s'appuyer sur le cadre éducatif des parents aussi. Donc il ne peut pas prendre tout ce qu'il veut quand il veut, il y a des règles. Et ça, c'est important que les parents prennent ce rôle-là de se dire je dois poser des limites à mon enfant. C'est pas toujours facile. Ok. Et puis, si jamais le médecin se sent aussi parfois, il peut l'orienter vers un psychologue ou un pédopsychiatre. Souvent, quand on va avoir, donc c'est recommandé quand on va avoir par exemple une souffrance qui est psychique et intense ou persistante, ou quand on va avoir des formes sévères d'obésité, ou un TCA, ou une psychopathologie associée, une dépression, une phobie, des facteurs de stress familiaux ou sociaux aussi. Et si vous avez à plusieurs reprises vu le patient et qu'il y a un échec dans la prise en charge, donc vous n'êtes pas seul, il y a aussi, voilà, vous pouvez vous appuyer. Du coup, je vous ai mis ce tableau-là aussi pareil de l'HAS. Donc effectivement, donc ça c'est les 3 fonctions psychologiques, activité physique, diététique. Donc voilà, et n'hésitez pas à chaque moment de faire appel à une diététicienne si besoin, d'un professionnel en activité physique adaptée si besoin, d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre si besoin, en fonction de, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc ce tableau-là reprend un peu tout ce que l'on s'est dit jusque-là. Ça va pour ça? Ouais. Vous dites que c'est une prise en charge familiale globale. Oui. Mais ça me paraît évident, l'enfant ne vient pas consulter Oui, tout seul. oui. Donc c'est évident que les parents sont impliqués Oui. dans la prise en charge. Sauf que parfois, vous allez avoir... c'est pas toujours évident dans la réalité. On ne peut pas les sortir promener le dimanche après-midi et qu'il n'aime pas ça, tu ne vas pas pouvoir... le parent, il va falloir que lui s'oblige à faire des choses différentes. En fait, il faut que toute la famille modifie ses habitudes. Voilà. Et c'est pas si évident. Il y a des parents qui vont dire à leur enfant, non, toi tu manges trop, arrête, t'as pas la Il faut qu'ils comprennent que c'est toute la famille, que c'est toutes les habitudes qui doivent changer pour tout le monde. En fait, tous leurs enfants doivent manger pareil, ils ne doivent pas manger moins. Il y a du coca, voilà. Il y a du coca dans le frigo, mais toi t'en prends pas, mais les autres peuvent en prendre. Ce genre de, voilà. C'est pour ça que. Un repas particulier pour un des enfants.
Alors dans l'obésité aussi, vous allez avoir 3 niveaux de prise en charge. Donc selon le degré aussi d'obésité. Du coup, je vais vous mettre peut-être ce tableau qui est plus parlant. Donc si vous avez entre guillemets un simple surpoids ou une obésité qui n'a pas de complications, le contexte familial est plutôt favorable, il n'y a pas vraiment de problème majeur, ni social ni psychologique, on va être dans un premier recours, c'est un niveau 1. C'est-à-dire que souvent le médecin habituel peut à la fois suivre l'enfant soit mensuellement, soit trimestriellement, et ça suffit. Les choses se font. Donc en cas d'échec du premier recours, vous allez avoir un deuxième recours possible. Donc là, ça va être une ascension rapide, par exemple, de la courbe d'IMC ou une comorbidité associée. Vous allez retrouver des contextes familiaux qui peuvent être défavorables, ou problématiques psychologiques ou sociales. Et du coup, là, vous allez faire appel à une équipe plus multidisciplinaire. Voilà. Donc, en plus du médecin qui suit l'enfant, tout à l'heure, je vais vous parler du REPOP. Vous pouvez faire appel aussi à un enseignant en activité physique adaptée. Il y a des programmes aussi d'éducation thérapeutique qui existent. Des SSR aussi pour des durées inférieures à 2 mois. Voilà. Si le deuxième recours échoue, vous allez avoir accès à un troisième recours. Donc là, vous êtes plutôt dans des comorbidités qui sont sévères, avec des handicaps dans la vie quotidienne, du coup des contextes sociaux ou familiaux assez défavorables, même très défavorables, des problématiques psychologiques ou sociales majeures. Et du coup, là, on va être plutôt sur une échelle, alors autant là qui était territoriale, on va plutôt être plutôt régional. Et donc un suivi multidisciplinaire indispensable. Donc pareil, je vous reparlerai du REPOP, avec pareil, des programmes d'éducation, des bilans spécialisés avec un plateau technique adapté, etc. Et surtout, vous avez aussi la possibilité d'avoir des séjours prolongés en SSR supérieurs à 2 mois. Donc voilà, tout ça, retenir que en fonction du degré de gravité, vous allez avoir 3 niveaux de prise en charge possibles. Et en pratique, par exemple, le deuxième recours, on fait quoi? Du coup, à l'hôpital, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre cabinet à voir l'enfant. Il va falloir soit faire appel au réseau REPOP, soit vous allez faire appel à d'autres professionnels que vous, une diététicienne ou un psychologue de ville, etc. Et donc il faut se faire son réseau. Oui, là il y a des réseaux qui sont existants. Après vous pouvez créer, si vous avez l'habitude de travailler avec une diététicienne par exemple, envoyer, etc. Ou intégrer le réseau REPOP. Pour avoir les moyens. Alors, juste pour voir, est-ce que des personnes connaissent le SINFO de nom? Non, personne. Ok. Donc c'est le Centre intégré nord-francilien de l'obésité. Alors, donc son histoire, suite au plan obésité en 2000-2013, donc on s'est dit qu'il n'y avait pas vraiment de... chacun faisait un peu les choses dans son coin, et du coup, il n'y avait pas forcément quelque chose d'assez pour tout le monde, la même chose. Du coup, on s'est adapté, donc on s'est adapté à le 3, j'en perds les mots. Donc du coup, un système de soins pour répondre à l'épidémie d'obésité. Donc on a créé 5 centres intégrés de l'obésité qu'on appelle les CIO en France, dont le SINFO fait partie. Du coup, c'est labellisé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et le but, c'est que la prise en charge pluridisciplinaire soit optimale dans le cas d'obésité sévère ou multicompliquée sur l'ensemble du territoire. Là par exemple, pour le SINFO, c'est nord-francilien, donc pour l'ensemble du territoire nord-francilien. Ouais. Donc le but, c'est vraiment d'optimiser les ressources et renforcer un peu le travail des équipes expertes, des professionnels de santé, du social, du médico-social en ville.
Donc c'est créer un maillage territorial. Vous avez les autres localisations, les autres centres? Les infos? Non, les CIO. Ah, les autres CIO, de mémoire après, enfin... Ouais, C'est juste le nord. Oui, ça c'est nord francilien. Donc pourquoi du coup le territoire nord francilien? Parce que comme vous pouvez vous l'imaginer, les besoins sont considérables. Tout simplement, la population est socialement plus défavorisée. Du coup, si vous voyez sur la carte, hein, on est plutôt sur voilà, Paris, Seine-Saint-Denis. Donc du coup, la population est particulièrement atteinte aussi d'obésité sévère. Et la couverture médicale est assez faible dans ce territoire. Donc voilà pourquoi ça s'est implanté à ce niveau-là. Donc en fait, c'est pas un établissement, c'est un réseau d'établissements. Oui, c'est un réseau, voilà, justement, on y vient. Donc effectivement, il y a 3 groupes hospitaliers et 5 hôpitaux d'AP-HP. Donc par exemple, là, vous allez avoir Avicenne, Jean Verdier, qui regroupe Paris, Seine-Saint-Denis, donc Bichat, Souhaite Hôpital et Louis Mourier, qui regroupe Nord-Val de Seine, et l'hôpital Robert Debré, qui est uniquement pédiatrique. Donc la prise en charge va couvrir du coup le 75 Nord, le 93, le 77 Nord, le 95 et le 92 Nord. Voilà, donc ça c'est les 5 territoires que couvre le Sinfo. Et les 3 groupes hospitaliers, c'est quoi? Parce que là, il y a les hôpitaux. Donc c'est ça. Donc c'est Paris-Seine-Saint-Denis, le premier. Ah d'accord, c'est la même chose. Paris-Nord, Val-de-Seine, le deuxième, et l'hôpital Robert Debré qui est... Donc les autres acteurs de santé, du coup, c'est forcément la PMI, donc les CMS aussi. Beaucoup de médecins scolaires aussi, des pistes chez l'enfant. Enfin voilà, on a aussi ça chez les enfants à l'école. On a un suivi parfois conjoint avec le médecin traitant, qui peut être pédiatre ou pas. D'autres acteurs de santé également, les diététiciens, les psychologues, plus rares les APA. L'orientation vers les réseaux de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique Île-de-France, donc qu'on appelle le REPOP. Donc celui-là est très important pour nous. Prévention donc du coup par les ateliers municipaux et partenariats de ville. À Paris, donc un partenaire qui s'appelle Paris Santé Nutrition, je vous expliquerai après ce que c'est. Et puis forcément donc les différents services hospitaliers de pédiatrie et les SSR obésité dont la prise en charge est spécialisée sur une plus longue durée. Voilà. Donc, ça va pour ça. Quand on est dans un autre département, parce qu'il n'y a pas de 4 notamment, on va vers le REPOP pour savoir quelle est la cellule. Ouais, je vous explique pour le REPOP, juste ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc à l'hôpital Robert Debré, du coup, donc nous aussi on prend en charge plutôt en 3e recours, donc le dernier. Donc je vous présente l'équipe du coup de Robert Debré, donc avec le professeur, les médecins, psychologues. Donc on est vraiment dans un travail pluridisciplinaire. Hein. Psychologue, assistante sociale, diététicienne, enseignante en activité physique adaptée et bien sûr tout le personnel soignant et médical du service. Donc comme je vous ai dit, donc nous on a un centre spécialisé de l'obésité, donc niveau 3. On a un rôle d'expertise, voilà, grâce à une équipe pluridisciplinaire. On intervient sur l'étiologie de l'obésité, on va savoir comme le cours d'avant si c'est plutôt commun, si c'est plutôt donc une obésité commune, syndromique ou endocrino, voilà, les dépistages aussi plus précoces, traitement des complications bien sûr, une orientation vers un parcours de soins adapté. Et puis aussi un suivi à l'hôpital pour les patients qui ont une obésité sévère, voilà, en fonction du degré de gravité. Donc bien sûr, il y a des critères d'évaluation pour l'hôpital. On va tenir compte de 2 choses. Donc, là ça va? Ouais, jusqu'à là? Ok. Donc le degré d'obésité, donc ça c'est important, et puis la présence de signes associés aussi. Donc par exemple, on va
traiter plutôt les obésités sévères ou en situation d'échec. Hein, on intervient en 3e recours. Donc, du coup, si l'obésité a été rapidement évolutive, un peu comme vous avez vu tout à l'heure, où ça monte en flèche tout de suite, équivalent à un IMC à 40 adultes aussi. Donc, quand c'est inférieur, généralement, voilà, c'est plus rare. En cas de doute d'une obésité secondaire, comme tout à l'heure le docteur Amiel vous a parlé, un ralentissement de la vitesse de croissance par exemple, ou un retard des acquisitions, ou une consanguinité dans les familles. Du coup, on va plutôt avoir une prise en charge hospitalière. Aussi, donc à début précoce, donc, sans erreur alimentaire évidente, comme on l'a vu tout à l'heure aussi dans les cas cliniques, où l'enquête diététique montrait qu'il n'y avait pas non plus de grosses erreurs. Voilà, quand avant 3 ans, on a une obésité qui est très présente et qui n'a pas forcément de grandes erreurs, on va aller explorer par un bilan plus en profondeur. La présence de troubles du comportement alimentaire aussi. Si il y a l'existence déjà de complications, donc ça peut être une intolérance qui peut aller jusqu'à un diabète, syndrome d'apnée du sommeil, des ovaires polykystiques, mais aussi puberté précoce, syndrome métabolique, etc. Ou un isolement social sévère, donc une phobie sociale ou scolaire, une addiction importante aux jeux vidéo, une dépression, une déscolarisation aussi, on en retrouve, une très mauvaise estime de soi. Bon, voilà, ça c'est un peu les critères que nous on a pour l'hôpital. Donc comment consulter à Robert Debré? Du coup, je vous ai mis, donc là, ça c'est sur notre site internet, hein, on demande aux parents de nous envoyer un certain nombre de documents pour que justement on puisse appuyer leur dossier, voilà, qui sera traité ensuite. Donc voilà, vous l'avez si jamais vous avez besoin. Donc, suite à ça, donc si on vous répond favorablement à votre demande, Et si on répond pas favorablement, on donnera de toute manière des ressources. pistes, Oui, voilà. on donne systématiquement quand même Pistes, des d'accord. ressources pour que vous puissiez avoir quelque chose. Et ça peut être les parents qui vous contactent directement. Bien sûr. On passe pas forcément Ah, par bien le sûr. biais du médecin. Oui, oui, oui. Et il faut toujours donner une lettre. Mais il y a une lettre de médecin. Oui. Mais les parents peuvent me faxer la lettre, oui, par exemple. Oui, par lettre, par email, par courrier, comme ils veulent. Quand un dossier est rejeté, vous orientez autrement voilà. en disant, voilà, vous allez plutôt faire d'abord ça. On dit pourquoi en général, bon, parce que c'est pas assez pour nous, c'est pas, voilà, c'était juste un surpoids ou il n'y a pas d'autres indicateurs par exemple, qui nécessitent une prise en charge à l'hôpital, mais on va vous orienter vers d'autres ressources qui peuvent vous aider. Oui. Donc voilà, donc là je fais le cas si vous êtes pris à l'hôpital. Donc là du coup, il y a donc un médecin spécialisé qui va vous recevoir en consultation et en fonction de l'entretien va déterminer si le plus adapté c'est un séjour d'éducation thérapeutique ou tout à l'heure le docteur Amiel vous a parlé aussi d'aubaine. Alors aubaine ça veut dire obésité de l'enfant, nutrition, éducation, je vous expliquerai en détail ce que c'est. Ou une hospitalisation conventionnelle ou un HDJ, une hospitalisation de jour, tout ça je vous l'explique juste après. Donc voilà, et on a 4 programmes à Robert Debré. Donc le premier, c'est un séjour d'éducation thérapeutique du patient. C'est des petits groupes de 4 enfants maximum. On essaye d'avoir une tranche d'âge identique et de même sexe, surtout quand ils sont ados. Et on va aussi veiller à ce qu'il y ait une motivation. Parce que du coup, ça va impliquer et les parents et l'enfant, pour le coup. Donc c'est un hôpital de semaine de 3 jours qui a lieu une fois par mois avec des groupes différents. Dans cet hôpital, du coup, de semaine, ils vont avoir un bilan médical complet. Voilà. Des ateliers pour les parents et aussi pour les enfants et les deux. Voilà. Et puis donc une prise en charge bien sûr qui va être individuelle au niveau médical, psychologique, diététique et aussi d'activité physique adaptée. Et une prise en charge de groupe. Voilà. Donc basée sur les principes d'éducation thérapeutique où donc je vais vous mettre directement le programme.
Voilà, donc là vous allez avoir le groupe enfants sur l'activité physique, le lendemain ils vous voient pour l'atelier éducation alimentaire, l'enseignante APA les reprend avec les parents, donc là du coup il y a uniquement les parents pour les sensibiliser à l'activité physique et en fonction des résultats et des bilans qu'elle a pu passer le lundi. Il y a un repas thérapeutique du coup avec moi, l'après-midi il voit la psychologue et puis le médecin aussi leur explique donc la définition de l'obésité avec l'étiologie, les complications, etc. Suite à ça, on fait une synthèse d'équipe et puis on détermine ce qui va être adapté pour l'enfant. Donc ça, c'est le premier programme qu'on a à Robert Debré. Donc le deuxième qu'on appelle OBEN, obésité de l'enfant, nutrition, éducation. Alors ça va être des enfants généralement âgés entre 6 ans et 10 ans qui n'ont pas une obésité qui est plutôt modérée, commune, un IMC qui est variable entre 30 et 40 en général, voilà, sans comorbidité associée ou suspicion génétique ou syndromique. Donc là, vraiment des obésités communes, pas trop sévères, voilà. Nous, du coup, on les voit dans la demi-journée, en général la matinée, toujours d'ailleurs. Donc ils vont avoir, c'est un hôpital de jour qui va être pluridisciplinaire, tous les lundis et les vendredis du mois. Et puis ces patients-là, ils vont avoir une évaluation annuelle, voilà, pour chaque patient, du coup. Et lors de leur hôpital de jour pluridisciplinaire, ils ont un bilan métabolique, une consultation avec la diététicienne, avec le médecin également, et une ostéodensitométrie aussi. Juste une question. Oui. Ces programmes durent combien de temps habituellement? Les aubaines Le premier déjà, Le premier c'est ponctuel, c'est une hospitalisation une fois. Après c'est un suivi, on détermine quel suivi on fait. Celui-là c'est tous les ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent. 3 jours par mois. Non, c'est différent, c'est des groupes différents. Pour un enfant, ça veut dire qu'il vient une fois. Il le fait une fois. Et ça, c'est tous les ans les mêmes enfants qu'on reconvoque. C'est des groupes différents à chaque fois. Hein. Ouais. C'est qu'on en organise une fois par mois dans le service, mais c'est des groupes différents. Et le premier, en fait, vous évaluez alors ce dont il aura besoin. Pendant ces 3 jours, c'est une évaluation. C'est un séjour d'éducation thérapeutique, donc on évalue et il y a l'éducation thérapeutique, il y a des groupes. Et derrière, il y a le conseil qui va avec. Et après, on décide du suivi ultérieur de l'enfant. D'accord. Donc après, vous allez avoir des hospitalisations plus conventionnelles, souvent pour des obésités sévères et compliquées ou compliquées, où là, on va pouvoir prendre le temps d'explorer les comorbidités, par exemple le syndrome d'apnée du sommeil. Donc en général, là, ils sont présents sur l'hôpital entre 2 à 3 jours. Et c'est plutôt une prise en charge individuelle avec forcément la visite du médecin, la diététicienne, assez souvent la psychologue quand même, elle est très présente. Du coup, plus ou moins, il y a une enseignante APA maintenant, il y a une assistante sociale aussi. On a une équipe mobile pour la dictologie. Souvent, on va retrouver dans l'obésité beaucoup d'addiction aux jeux vidéo. Donc, on a aussi une équipe mobile à travers l'hôpital qui peut se déplacer dans les services. Bien sûr, tout ce qu'on aurait besoin, donc une consultation ORL, cardio, je ne les ai pas mis là, mais ça me paraît évident, si l'enfant en a besoin. Et puis les examens qu'ils peuvent avoir, les AGPO, bien sûr, les radios, les échographies, saturation nocturne aussi. Voilà, donc après une hospitalisation plus conventionnelle. Et on a l'hospitalisation de jour. Donc là, ils sont là en général sur une demi-journée. Où on va plutôt évaluer les complications métaboliques, par exemple l'intolérance glucidique ou la puberté précoce, ce genre de complications. Ça va être aussi une prise en charge qui va être individuelle avec le médecin, la diététicienne. Moi, je les vois systématiquement. Donc, il y a souvent cet examen, donc l'hyperglycémie précoce. Tout à l'heure, j'entendais c'est quoi la GPO. C'est ça, donc c'est une hyperglycémie précoce. Puis, il y a des bilans hormonaux, des examens complémentaires aussi qu'ils peuvent avoir dans cette demi-journée. Donc, voilà toute la prise en charge. C'est qu'une demi-journée là, c'est une demi-journée, oui. C'est un hôpital de jour. C'est un hôpital de jour.
me permets de vous reprendre. AGPO, c'est hyperglycémie provoquée. Ah, par voie orale. Par voie orale. Ouais, autant pour moi. Excusez-moi, la prise en charge par la sécurité sociale, par exemple, elle est complète, cette prise en charge-là, financièrement. Oui. Ils ont peut-être des mutuelles quand même. Ouais, il y a des mutuelles pour les aubaines, je crois qu'il y a les. Ouais, non, je crois que non, je crois que Du coup, le suivi, l'orientation, il y a forcément le suivi à l'hôpital en consultation, mais du coup, nous on s'appuie aussi beaucoup sur le réseau REPOP et pour l'activité physique gratuite, parce qu'il y a aussi ça qui est. On a le Paris Santé Nutrition, sur Paris en tout cas. Donc, ça, c'est les 3 grandes orientations qu'on a. Donc, le REPOP, qu'est-ce que c'est? Du coup, donc c'est un réseau de prise en charge du coup de l'obésité uniquement de l'enfant. Pour y avoir accès, les critères d'inclusion, c'est un IMC supérieur au 97 percentile, c'est le surpoids et au-dessus, c'est ça hein Dès le surpoids et dès que vous êtes au-dessus. Et juste le critère d'âge, c'est inférieur à 17 ans. Parce que comme je vous expliquerai, comme la durée dure à peu près 2 ans, donc après ils sont majeurs. Vous avez aussi leur site qui est très bien fait. Activité physique gratuite, c'est-à-dire que vous faites une prescription. Oui, médicale, ça je vous l'explique. quel que soit. Alors, du coup, donc, le principe du REPOP, c'est donc réseau de prévention de prise en charge, c'est permettre à l'enfant d'avoir un suivi qui est proche de son domicile. Donc, vous allez voir, c'est par département, pour que, comme le suivi est assez rapproché, du coup, que ce ne soit pas 1 heure de route pour l'enfant à y aller voilà. Et à l'intérieur, vous avez, dans ce réseau-là, vous avez des médecins, bien sûr, mais vous avez aussi des diététiciens et des psychologues. Donc c'est un réseau qui est complet. Et justement, donc on travaille en réseau, donc voilà, il y a l'hôpital, les médecins de ville, et puis il y a le REPOP. Donc c'est Et comment on en fait partie en tant que membre en tant que médecin? Médical ou paramédical? Très bonne question. Du coup, je pense qu'il faut dans. Mais tu me mets pas. Il faut contacter le REPOP. Le REPOP, mais tu mets pas les coordonnées à mon. Si, je mets les coordonnées. Vous allez avoir les coordonnées. Je vous les mets. En fait, pour faire partie du REPOP, il y a une formation qui dure quelques jours, je crois, sur la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Où il y a aussi, je ne sais pas si tu l'expliques. Non, vas-y, je t'en prie. Et on remet des outils, etc. Et puis ensuite, on fait partie du réseau. Donc il y a une prise en charge par l'ARS d'un certain nombre de consultations qui sont, voilà, tout ça, Leïla va expliquer le programme. Et après, on peut faire partie du programme, avoir recours aux professionnels, aux diététiciens, aux psychologues qui ont aussi adhéré au réseau, etc. D'accord. Et du coup, la prise en charge, je reviens toujours là-dessus parce que les diètes ne sont pas prises en charge par la Sécu. Non, mais là, c'est pris en charge là, par par en fait, c'est l'ARS qui finance le D'accord. REPOP. Donc là, et puis là, du coup, à chaque fois qu'ils ont une consultation, par exemple, là vous allez avoir, donc le médecin va vous voir une première consultation, etc. S'il détermine que vous avez besoin de voir une diététicienne ou un psychologue, voilà, il va vous inclure au niveau. Donc ça, c'est par mois. Hein, le suivi dure 2 ans et demi à peu près. Donc du coup, par exemple, au bout du 3e mois, vous allez avoir la diététicienne et revoir le médecin par la suite, qui va se dire effectivement, il y a besoin aussi de voir la psychologue, donc il peut vous renvoyer vers la psychologue. Enfin, du coup, le médecin va être le référent, en fait, le médecin REPOP, qui est différent du médecin traitant. Hein. Ça veut dire que vous allez voir plus pour le poids. Et, voilà, vous pouvez garder votre médecin traitant, il n'y a pas de problème. Donc, suivant, du coup, c'est durée 2 ans et demi. C'est un suivi qui est individualisé, qui est rapproché aussi. Hein, si vous regardez... Donc au départ, il y a une consultation à J0, après à J15, au 1er mois. Une fois que le patient est inclus, les consultations sont au départ très rapprochées et puis avec le temps, deviennent plus espacées. Du coup, il y a des ateliers aussi d'éducation thérapeutique qui sont proposés, qui sont animés par l'équipe. Hein. Vous allez avoir un accompagnement, donc, comme je vous ai dit, diététique ou psychologique, par les professionnels qui sont aussi formés au réseau, donc ils ont l'habitude de traiter l'obésité de l'enfant ou de l'adolescent. Il y a une possibilité parfois d'avoir des séjours en centre spécialisé.
Donc du coup, il y a une expertise médicale. Donc là, les centres référents, nous on travaille avec eux. Donc parfois, il y a des patients qui nécessitent des bilans, des obésités qui sont plus complexes. Et donc là, on travaille aussi en collaboration. Ça va dans les deux sens. On envoie des enfants, ils nous envoient aussi. Donc là, pour surtout les obésités qui sont plus complexes, qui demandent une expertise. Voilà. Et puis forcément, il y a un accès facilité à l'activité physique. Aussi travaille avec Paris Santé Nutrition par exemple. Donc là c'est un peu l'essentiel des missions qu'ils proposent de REPOP. Ça va pour ça? Ouais. C'est que parisien ça ou c'est... REPOP, alors ça se développe de plus en plus. Hein. Non, il y en a, c'est Île-de-France. Lui c'est Île-de-France. Mais il y en a dans d'autres régions. Donc voilà, les coordonnées du coup, qui sont par département, donc selon l'enfant s'il habite dans le 78 ou le 92, ou voilà, avec des référents différents, qui sont aussi, voilà, Aurane est diététicienne, et une pharmacienne, un enseignant en APA. Du coup, ça permet d'avoir une palette aussi, même au niveau des personnes que vous avez au bout du fil. Donc eux, ce sont les coordinateurs, c'est eux qui... Il me semble que pour l'adhésion, c'est Madame Tétard. C'est Madame Tétard, voilà, c'est elle qui est la directrice. Pour, si ça vous intéresse de faire partie du réseau. Donc Paris Santé Nutrition, du coup, donc, suite à une consultation, que ce soit le REPOP ou à l'hôpital, même à Robert Debré, le médecin remplit le formulaire, du coup, donc c'est un certificat d'aptitude, et l'enfant peut bénéficier du Paris Santé Nutrition. Alors qu'est-ce que c'est? C'est découvrir plusieurs activités physiques adaptées gratuitement, et c'est un partenariat avec la mairie de Paris. Donc du coup, c'est des séances qui sont encadrées par des éducateurs sportifs, et sur certains programmes, on peut aussi avoir une diététicienne qui rencontre les parents. Voilà. Donc c'est essentiellement ce que propose Paris Santé Nutrition. Là, c'est vraiment Paris intramuros, quoi. C'est pas... Oui, là, c'est Paris. Ouais. Il faut être parisien pour y Ouais, il faudrait habiter Paris. Donc du coup, les prises en charge donc, sont pluridisciplinaires, médicales. Donc docteur Amial vous a détaillé en première partie. Moi, je vous parlerai plutôt de la prise en charge psychologique, même si je n'ai pas la prétention d'être psychologue, mais voilà. Et puis diététique surtout. Donc, voilà les trois principales prises en charge. Donc le rôle de la psychologue dans le cadre, surtout à Robert Debré, c'est de proposer un bilan aux familles. Donc soit elle peut faire passer des tests psychométriques pour évaluer justement la capacité cognitive de l'enfant. Soit faire des entretiens plus cliniques, où elle va évaluer le fonctionnement global psychique de l'enfant et de sa famille. Donc ça c'est proposé aux familles. Et puis aussi pour nous, autres professionnels, ça nous permet aussi de comprendre plus de choses. Par exemple, souvent dans l'obésité, il y a un comportement qui est passif, qui fait qu'on ressent en tout cas un sentiment d'échec, parce qu'on a l'impression que ça marche pas, et puis que voilà. C'est souvent, du coup la psychologue l'explique comme c'est pas parce qu'il veut pas, mais c'est qu'il se trouve dans un état qui fait qu'il peut pas en fait. C'est plus compliqué que ça. Donc ça, c'est elle qui nous apporte aussi des clés, des éléments pour comprendre pourquoi ça marche pas en fait. Pourquoi il y a des freins, pourquoi la famille, ça fait 15 fois qu'elle vient et qu'il n'y a aucun changement. Voilà, donc du coup aussi, elle nous permet aussi d'adapter la prise en charge. Si par exemple il y a un TCA qui va être diagnostiqué, ça va être complètement différent. On va prendre complètement en charge différemment. Et aussi du discours, bien sûr. Par exemple, l'enfant qui va présenter une déficience intellectuelle, on ne lui parlera pas de la même manière qu'un enfant qui n'a pas de déficience, par exemple. Donc là, sur le rôle, en tout cas, clé de ces deux points importants. Voilà. Elle permet aussi d'analyser
le caractère authentique de la motivation de l'enfant. Est-ce que c'est parce que finalement sa vraie motivation c'est qu'il en a marre d'être moqué ou d'être pris pour la tête de turc de sa classe, ou est-ce que c'est parce qu'il veut faire plaisir au médecin qu'il est venu à l'hôpital, ou qu'il veut faire comme maman aussi. Souvent les parents ils ont eu aussi un passé dans l'obésité, ou qui ont eu des chirurgies bariatriques aussi. Enfin voilà, il y a de ça. Donc du coup, on analyse la motivation de l'enfant. Et puis surtout, comment c'est perçu. Comment l'obésité est perçue dans cette famille-là. Parfois, vous pouvez retrouver un déni qui est complet. C'est-à-dire que il n'y a pas, il n'y a pas de problème d'obésité, je ne comprends pas de quoi il parle. Ou des fausses croyances aussi. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé du cadre parental. Justement, c'est... on va faire en sorte d'éviter à ce que les parents rejouent avec l'enfant ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en fait. Voilà. Et puis le troisième, c'est l'impact de l'obésité sur le fonctionnement psychique de l'enfant. Ça va être tout ce qui va être distorsion de l'image corporelle, la maltraitance que l'enfant peut s'infliger, une mauvaise estime de soi, parfois une déscolarisation, etc. Et la prise en charge psychologique va avoir trois axes. Le premier, ça va être de modifier les comportements qui sont pathologiques. Le deuxième, ça va être séparer l'envie, la gourmandise, comme vous l'appelez, de la faim. Et surtout, le troisième, c'est travailler sur l'estime de soi. Ça va sur la psychologie ? Ouais. Donc je passe du coup au volet diététique. Donc comme tout à l'heure, je vous ai en introduction parlé, la spécificité dans la pédiatrie, c'est que vous travaillez avec les parents, la famille entière. Du coup, l'enfant tout seul, on ne fait rien, on ne peut rien faire. Du coup, il y a deux phases. Il y a l'enfance, donc ça va être une période aussi où il va grandir, il va avoir des apprentissages, etc. Et c'est surtout à peu près entre 2 et 11 ans où vont se fixer des repères qui vont rester à l'âge adulte. Donc du coup, c'est d'où l'intérêt d'intervenir le plus tôt et le mieux, parce que l'histoire justement alimentaire n'est pas encore bien prégnante. Et puis, il y a la phase adolescente aussi, du coup, qui avec sa période d'indépendance, de changement. Les rythmes, les types de repas sont différents, il y a plus de fast-food, etc. Plus d'activités extérieures, moins repas familial, etc. Donc, du coup, plus de repas avec les pairs. Donc, tout ça, ça va être les deux volets qu'on va en prendre en compte en pédiatrie. Donc, le rôle de la diététicienne, il va avoir 4 facteurs. Donc déjà, le plus important, c'est de penser durablement et pas sur du court terme. Donc, on va intervenir à la fois sur l'alimentation, bien sûr, mais sur aussi la dépense énergétique, qui est très importante. Le mode de vie, ça c'est aussi voir si l'enfant dort bien. Donc voilà, le sommeil. Parce que ça a été montré que un enfant qui manque de sommeil va avoir tendance à, quand il est fatigué, à manger plus de choses grasses et sucrées. Hein, c'est des études qui l'ont prouvé. Même, j'imagine que vous-même, quand vous êtes plus fatigué, bizarrement, vous avez plusieurs des aliments qui sont très énergétiques. Du coup, on a à la fois l'alimentation, la dépense énergétique, mais aussi le mode de vie et le sommeil. Donc la prise de contact, prise de contact, du coup, avant de retracer l'histoire alimentaire, ce qui est important, c'est d'instaurer de prime abord, c'est une relation de confiance. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, c'est un peu notre intimité. Ça touche à notre quotidien. On n'est pas forcément toujours à l'aise de parler de notre alimentation. Donc du coup, c'est vrai que c'est primordial d'avoir un premier contact où on instaure d'emblée une confiance entre professionnels et la famille. Il y a aussi une chose, c'est prendre en considération le côté socio-culturel
Voilà, vous allez avoir des familles de différents horizons qui ne mangent pas forcément toujours comme vous. Du coup, c'est important d'en tenir compte plus de ça. Et de ne pas avoir de place pour le jugement, justement, au cours de l'entretien. De toute manière, les patients peuvent nous le remonter. Du coup, c'est important pour que, comme on sait d'ailleurs que c'est des patients qui ont beaucoup de perdu de vue, donc on essaye quand même de les garder le plus possible et d'assurer la confiance justement de la famille. Voilà, donc ça c'est les 3 axes principaux dans la prise de contact. Ça va pour ça? Ouais? Ok. Alors, quand on fait une enquête alimentaire, notre but à nous, c'est d'avoir le maximum d'informations. En fait. Tout est bon à prendre. Clairement, du coup, alors moi je travaille à l'hôpital, mais c'est vrai que voilà, quand vous êtes en libéral, les antécédents familiaux, c'est très important de savoir s'il y a du diabète dans la famille, s'il y a eu des maladies cardiovasculaires, s'il y a de l'obésité, s'il y a de la chirurgie bariatrique. Voilà, toutes les informations sont bonnes à savoir. On va avoir aussi les rythmes de repas. Combien de repas il a dans la journée? Est-ce qu'il y a des grignotages? Quand? La nuit? Ça, c'est important de savoir aussi. Dans quelles conditions il mange? Est-ce qu'il mange seul? Il arrive que les enfants s'isolent dans leur chambre pour manger. Ou devant les écrans, il y a systématiquement les écrans. L'enfant mange, mais il est en train de jouer en même temps, ou on regarde la télé. S'il est à l'extérieur, etc. Déjà, je ne l'ai pas mis, mais la vitesse à laquelle il mange aussi, c'est très important. S'il mange très vite, il n'a même pas le temps de mâcher, il gobe quasiment. Ça, c'est important aussi de savoir. Les quantités Suvimac, je vous montrerai un exemple de ce que c'est. J'imagine que vous n'avez pas vu. Non, vous ne savez pas. C'est avec les différentes portions. Je vous montrerai une photo. Oui, voilà, c'est des photos. Je vous montrerai tout à l'heure. Du coup, alors, c'est important de savoir donc, la portion qui a été servie, mais surtout de poser la question s'il n'y a pas une deuxième assiette aussi. Souvent, il y a une deuxième assiette. Si on ne leur pose pas la question. Voilà, et y compris à la cantine, hein, c'est des enfants qui peuvent se resservir et qui demandent du rab à la cantine aussi. Donc, si on ne leur pose pas la question, on risque de passer à côté. Sur les choix alimentaires qu'ils ont, à quelle fréquence? Par exemple, si ils mangent des frites, est-ce qu'ils en mangent une fois par semaine, une fois par mois ou... Voilà, donc ça, c'est important aussi de savoir, surtout sur certains aliments, à quelle fréquence ils sont consommés. Bien sûr, l'activité physique et sportive, ça c'est important. Le temps qui passe dans les écrans, qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, donc à la fois en semaine et donc le week-end, les vacances. Voilà, il y a des enfants qui peuvent passer tout le week-end enfermés dans leur chambre à jouer, par exemple, donc il faut le savoir. Et puis, des questions plus d'ordre, la scolarité, le contexte familial, social, financier, psychologique, enfin, tout est bon à prendre donc, lors d'une enquête. J'ai juste une question. Dites-moi. Ça, c'est aussi assez touchy comme question par rapport aux finances, Oui. etc. Comment vous avez... Alors, des fois, c'est eux qui vont vous le dire. Par exemple, vous allez demander à ce que, je sais pas moi, manger plus de fruits et légumes, ils vont vous dire, j'ai pas les moyens. Ou c'est trop cher. Ou le poisson, c'est trop cher. Bon, c'est pas une question directe. Oui, après, bon, moi, je suis un peu plus... vous pouvez poser la question directement, hein, c'est un risque, mais voilà, en général, je leur dis, est-ce que ça va au niveau... est-ce que vous pensez ce qu'il est 2 fois par semaine du poisson Mais généralement, non. Alors, l'avantage à l'hôpital, c'est que, on est plusieurs, du coup, les questions sont soit posées par certains, et nous, on a l'information dans le dossier médical, et puis, des fois, ils vivent dans un foyer, et là, vous vous doutez que derrière, ou dans un logement insalubre, par exemple, c'est écrit... je sais que avant d'aller voir le patient, d'emblée dans ma tête, je ne vais pas aller exiger des choses. On va aller sur des conserves ou des... Voilà. Et là, il faut leur demander avec qui ils vivent, qui a Voilà. la maison, des questions un peu comme ça où ils vont amener à décrire leur logement. Parce que là, c'est un interrogatoire. Un entretien avec parents et enfants, ou quand c'est un ado, vous êtes forcément avec l'ado, vous voyez les deux en même temps? C'est variable. Normalement, il y a les parents. Après, ça dépend de la... Des fois, quand je vois que l'ado, il est gêné pour me dire certaines choses,
Ça m'est déjà arrivé de voir l'ado dans un premier temps et après de le voir avec sa famille pour prendre les choses. Donc en fonction Je m'adapte en fait. Ouais, il n'y a pas de règle. Mais les enfants, bon surtout ça dépend quel âge ils ont, hein, mais en général c'est avec les parents. Ouais, et surtout les petits, faut bien faire comprendre aux parents que c'est à eux. Voilà, donc faut vraiment les voir avec les parents. Ouais. Et justement pas rentrer dans l'histoire, on va expliquer à l'enfant et tout. De toute façon, lui, il n'y arrivera pas. Parce que pour les parents, c'est pas toujours. Oui, ça paraît évident comme ça ouais, dit, paraît mais évident comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Dire il a qu'à faire attention, il a qu'à pas en prendre. Ouais, alors que ça marche pas comme ça. Quoi. Pour les enfants en bas âge, je parle pas des ados Oui. ou des pré-ados, mais Oui. comme ils ont souvent, ils sont scolarisés et parfois ils ont accès à la cantine, bien souvent. Est-ce qu'il n'y a pas de travail qui se fait avec les services de cantine quand c'est des petits enfants parce que là. Alors moi il m'est arrivé déjà d'entendre des parents qui disent de toute manière spontanément à la cantine quand ils sont en surpoids ils les servent moins et il les interdit de leur servir. Alors je sais pas dans la cantine de vos enfants, faudrait poser la question. Peut-être pas, mais au moins non, quelquefois les parents donnent la consigne. Non, toi t'as pas le droit et toi t'as le droit, c'est super. Alors ça, non, mais pas à ce point. C'est-à-dire de pas trop servir. C'est-à-dire que le problème dans les cantines, c'est que t'as pas forcément la finesse, t'as pas forcément du monde qui regarde, etc. Et si on prévient la dame qu'il ne faut pas le resservir, quelquefois ça se fait un peu brutalement. Alors des fois c'est les parents, je sais que moi ça m'est déjà arrivé de demander aux parents d'aller voir le personnel de cantine. Quand je voyais, par exemple, là c'était une petite que j'avais en tête, qui avait 4 ans, on lui servait des portions parce qu'elle était toute mignonne. Normalement, c'est censé être fait avec calibré, oui. nutritionnistes pour que ce soit Ouais, équilibré. mais c'est pas toujours le cas. Moi, honnêtement, d'expérience, j'ai eu des cantines où c'était pas du tout équilibré. Donc vraiment poser la question à la cantine. Non. Ça va de... Après, quand c'est privé sous contrat, moi je sais qu'il y a eu des retours où les parents me disaient que c'était pas du tout équilibré à la 3 cantine. éléments à 5 éléments, ça dépend. C'est vraiment très varié. Ah ouais, une fois par semaine. Donc on reprend du coup. Donc, je reprends les deux choses que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de régime amaigrissant, mais plutôt de transmettre la notion d'équilibre alimentaire. Ça c'est important à l'enfant et à ses parents. Pas d'interdit aussi. Mais on va voir plutôt sur une fréquence, tout ce qui est plus gras, plus sucré. Si l'enfant a un peu ses habitudes, on va travailler sur la fréquence de quand on lui donne. Voilà. S'il aime son croissant le matin, on va lui dire plutôt une fois par semaine, le week-end. Voilà. Donc ça se travaille. Du coup, pourquoi ? Parce que voilà, il y a des restrictions alimentaires et ça peut conduire à des TCA aussi. Hein. Il y a des TCA qui ont été développés justement suite à trop de restrictions. Donc c'est pour ça qu'on évite d'être dans des interdits, des aliments tabous, etc. Bien sûr, il y a la participation, c'est pas faute de l'avoir rappelé aujourd'hui, de l'enfant, mais de toute sa famille. Ça c'est primordial. Avec l'enfant, vous ne faites rien. C'est vraiment impliquer tout le monde, les frères et sœurs, les parents, tout le monde. Donc avec eux, on va définir les erreurs, bien sûr. Moi, j'aime bien aussi quand ça vient d'eux, que eux-mêmes, ah oui, c'est vrai, on n'est peut-être pas obligé de mettre du jus tout le temps, quand même, voilà. Quand ça vient d'eux, du coup, ils se sentent acteurs et du coup, ils se prennent plus. Ça marche mieux que quand on leur dépose les conseils dans un plateau. Faire répéter les conseils aussi, ça c'est important. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on s'est dit ? Pour vous, qu'est-ce qui est important en priorité à mettre en place, etc. Voilà, vraiment, n'hésitez pas aussi un peu à les laisser... Alors, même si c'est juste, on supprime le jus, hein, c'est un objectif parmi tant d'autres. Hein, on ne va pas faire tout un changement d'un coup. Mais voilà, si c'est juste ça, au moins d'un coup, il y aura ça de supprimer. Il vaut mieux en faire peu et le faire vraiment. Et donc c'est sûr, quand ils ont réussi, on les encourage, voilà, on apprécie les efforts, etc. Pas plus de 2 à 4 objectifs raisonnables, bien sûr. Donc voilà, parmi les points qu'on a ciblés avec la FMI, en évitant d'avoir trop d'attentes excessives parce que ça les met directement en situation d'échec et ça marche pas, et puis du coup on recommence la même chose et ça sert à rien, ça n'a jamais marché, etc. Donc vraiment, il vaut mieux baser sur 2-3 objectifs, si possible, qui sont apportés par eux et s'y tenir. Et voilà, moi en tout cas, c'est plutôt comme ça mon approche. Et puis bien sûr, nous on s'aide d'outils pédagogiques adaptés
tout à l'heure, je vous parlais du suivi max, c'est ça le suivi max. C'est, vous voyez, c'est un livre avec différentes portions et voilà, on dit à l'enfant d'abord et puis après à ses parents, des fois vous avez des différences. Hein. Par exemple, ton assiette de pâtes, elle se situe plutôt entre celle-là ou celle-là ou celle-là. Et puis du coup l'enfant le dit, et puis est-ce que ça t'arrive de reprendre une deuxième fois, et puis elle est plutôt comment? Voilà, donc là on va travailler aussi sur les images. Les images aussi, ça me permet aussi de travailler avec des personnes qui ne parlent pas forcément notre langue, voilà, qui n'ont pas forcément le français, donc du coup ça, voilà, j'ai pu faire des enquêtes uniquement imagées aussi. Donc c'est un bon outil de travail. Vous avez aussi des aliments factices. Selon les demandes aussi, il y a des parents qui vont apporter des étiquettes et nous dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que je devrais plutôt prendre ça, etc. Je m'adapte. Des idées de menus, ça nous est arrivé, de recettes aussi, comment faire une mayonnaise qui est plus allégée ou ce genre de choses. Voilà, donc des conseils cuisson, comment je fais pour ne pas rajouter de gras. Voilà, on va voir quel matériel existe aujourd'hui pour pouvoir le faire, quel type de cuisson aussi, varier les types de cuisson, plutôt pour l'ajout de matière grasse pour le coup. Donc voilà les points pour la prise en charge diététique. Et donc là, on va plutôt s'intéresser aux sensations alimentaires, ça c'est aussi important. Vous avez une envie de manger, de s'interroger, est-ce que vous avez plutôt, alors là, un mot de ventre, des bâillements, une fatigue, on va être sur plutôt de la faim, je ne peux pas attendre. Et si je peux attendre, on va plutôt être sur une gourmandise. Voilà. Si c'est lié complètement à autre chose, par exemple, j'ai envie de manger parce que je m'ennuie, ça c'est souvent ça, les enfants qui par exemple le week-end ne font rien, c'est pas étonnant des fois qu'ils grignotent parce que en fait ils ont rien à faire et c'est comme une activité pour eux, ou qu'ils se sentent seuls aussi parfois. Donc là on va travailler sur les émotions, ou quand je suis triste, énervée, en colère ou même joyeux, où je ressens des émotions fortes, je vais être amenée à manger. Donc du coup, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à manger, mais elles sont différentes. Elles ont chacune des différences. Donc est-ce que voilà, j'ai faim, ça on va accompagner l'enfant, on va l'aider à reconnaître ses sensations alimentaires. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que je ressens autre chose? Et puis quand je mange, est-ce que je me sens rassasiée ou est-ce que est-ce que j'arrête de manger est-ce que tu arrêtes de manger quand tu as trop mal au ventre et que tu as du mal à dormir, ou est-ce que tu t'arrêtes un peu avant? Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on peut travailler aussi, ressentir la faim, la satiété, le rassasiement, etc. Et plus généralement, d'être aussi à l'écoute de leurs sensations corporelles, hein, tout simplement. Est-ce que, quand je bâille ou que t'entends ton ventre qui fait du bruit, qu'il est presque midi, t'as pas pris de petit déjeuner, probablement que ça va être plutôt de la faim. Voilà. Du coup, on va les amener aussi à écouter les sensations corporelles de façon plus générale, hein, et différencier la faim de la gourmandise en jouant sur le facteur temps. Est-ce que tu peux attendre? Un enfant, des fois, le fait qu'il y a de la nourriture à disposition, il va manger parce que c'est là, mais il n'y a pas forcément de faim associée. Donc c'est pour ça que je demande aux parents de bien ranger pour justement éviter ces grignotages un peu inutiles. Parce que ils n'auraient pas été là, ces aliments, ils n'auraient pas pensé à manger. Et puis à d'autres, de détourner un peu leur attention quand vous savez que le repas va arriver, faire un dessin, un jeu manuel, une lecture, peu importe, ou même carrément les impliquer dans le repas, dans la préparation du repas, ça leur permet aussi de les valoriser, donc c'est pas mal. Est-ce que, vous avez des retours, pour avoir connu des familles, j'ai quelques cas en tête, de personnes qui culpabilisaient vraiment, pour qui, je vois une maman qui est en situation d'obésité, en fait sa petite, le goûter c'est important, mais j'ai peur qu'elle manque, Ouais. Ou alors, allez aujourd'hui on va se la faire cette pizza, en fait elle était, cette dame très torturée par exemple, Oui. c'était qu'elle, parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un souci avec la petiote, mais en même temps c'était... Donc je voulais savoir si vous rencontriez ça souvent. Bien sûr. Et comment ça... est-ce que vous arriviez à le gérer? Est-ce que parce que c'est plutôt la peur de la maman qu'elle transmet. Exact. Finalement. Mais comme dans tout, c'est pas anodin que les mamans transmettent aux filles, que ce soit autre chose, hein, que ce soit pas forcément l'obésité. Mais après, nous, on le reprend, c'est-à-dire que elle a quand même des besoins pour bien grandir, etc.
Même si c'est pas parce que vous êtes en obésité qu'il faut pas manger du tout, enfin c'est pas du tout fructueux de faire ça. Et puis c'est plutôt rassurer la maman finalement qu'il va falloir faire d'abord. Et vous obtenez rapidement des résultats. J'ai l'impression que c'est le travail d'une vie en fait. C'est long, hein, c'est sûr. Du coup, l'enfant qui est en pleine croissance. Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des mamans qui vont avoir besoin, par exemple, qui vont me demander « Ah, mais moi, à quelle fréquence je peux donner ça et à quelle fréquence je peux donner ça ?» Donc, des mamans qui vont vouloir vraiment d'emblée être très dans des repères. Par exemple, le croissant, je peux lui donner une fois par semaine, et puis les frites, je peux leur donner combien de fois, qui vont être dans des rapports chiffrés, parce que ça les rassure. Et puis il y a d'autres mamans où ça va être plus spontané, c'est variable après, c'est plutôt la personnalité de la maman que je vais tenir compte. Voilà. Mais après, oui, c'est plutôt un travail justement, c'est de rassurer une peur qu'elle a, de ne pas refaire vivre à sa fille ce qu'elle a vécu elle-même. Et oui, la culpabilité, le paradoxe, en fait, c'est qu'on se dit que pour la maman, ça peut prendre 10 ans presque de thérapie à travailler sur son trouble de la peur, alors que la petite est en pleine croissance et que c'est maintenant, presque dans l'instant T, qu'il faut faire quelque chose. Et donc, je me demandais juste comment vous arrivez à... Ouais, et puis la fille, il faut vraiment la séparer du coup de la maman, qui n'a pas la même histoire, le même bagage aussi au niveau alimentaire. Hein. Les enfants sont moins... C'est plus facile d'amener des changements plus c'est jeune, hein, c'est clair. Plus vous êtes jeune, moins il y a cette histoire alimentaire. Donc ça, bien sûr, vous avez donc les repères manger, bouger avec les différentes familles d'aliments. Que vous connaissez, j'imagine. J'ai pas besoin des 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Dis-moi. Est-ce que vous considérez les lentilles comme des féculents? Nous, on les met dans la famille, oui. Des légumes, oui. On les met ici. Tout ce qui va être lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, flageolets. Tout ça vont être ici et pas ici. est-ce qu'ils sont moins caloriques ou pas? C'est pas une question de calories, c'est par rapport à ce qu'ils apportent au niveau des protéines végétales, etc. qui vont finalement avoir plus de similitudes avec la famille des céréales que des légumes. Je vais vous expliquer après avec un tableau plus détaillé. Justement, c'est là. Donc du coup, on a regroupé 7 familles d'aliments en fonction de ce qu'ils peuvent apporter, donc en fonction des nutriments et de leur rôle. Du coup, par exemple, donc les boissons qui est indispensable, donc l'eau, moi à cet âge-là, le café, tout ça, ils ne sont pas encore, mais qui va être hyper important pour l'hydratation, donc on va leur dire c'est à volonté. Les féculents, et on met dedans donc, tout ce qui est légumineuse, les légumes secs, par rapport aux glucides complexes et aux fibres qui vont apporter de l'énergie. Et là, on va leur dire à chaque repas, c'est important d'en avoir. Donc, c'est vrai que des fois, j'entends pas de pâtes, pas de pain, ça fait grossir. Il faut faire attention à ça aussi. Hein. Le soir, pas de féculents, etc. Moi, on remet toujours des féculents, c'est important. Oh. Ouais, c'est normal, parce que j'ai bougé le... C'est une galère. Ouais. Non, mais elle marche pas celle-là. C'est ça le problème. La dernière fois, on a eu le même... Voilà. Et du coup, la souris, elle est là. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc ensuite, vous allez avoir donc, la famille des produits laitiers aussi. Donc qui vont apporter le calcium, les protéines, qui va être indispensable surtout chez nos enfants pour la croissance. Donc là, on va être sur une recommandation de 3 à 4 par jour, mais de limiter par contre le fromage à une fois par rapport aux matières grasses. Les fruits et légumes, y compris les compotes sans sucre, on va s'en servir aussi pour les goûter, ou le bol de soupe. La purée de légumes aussi, n'hésitez pas aux enfants qui ont de la difficulté à manger des légumes en purée ou en soupe, ça marche mieux parfois. Donc eux, ils vont avoir des qualités par rapport aux vitamines, aux minéraux, aux fibres aussi, et qui sont des bons régulateurs de transit. Donc au moins 5 par jour, mais ça, vous l'entendez partout. Viande, poisson, œufs, du coup, qui sont importants pour les protéines de bonne qualité, le fer,
Attention aux charcuteries, hein, voilà, donc faites la distinction viande-charcuterie qui apporte aussi plus de lipides, mais on en a besoin du coup de la viande, poisson, œuf pour l'entretien et la construction des muscles. Donc 1 à 2 fois par jour en fonction de l'âge. Je vous montrerai après un autre tableau qui, voilà, en fonction de l'âge, la quantité n'est pas la même. Matière grasse bien sûr aussi, qu'il soit d'origine animale ou végétale, c'est important pour la vitamine A, la vitamine E, qui sont des vitamines liposolubles, hein, qui sont présentes uniquement dans les graisses. Du coup, on va jouer sur la variété par rapport à ce qu'ils apportent, oméga 3, oméga 6, etc. Et puis, on va plutôt privilégier celles qui sont d'origine végétale et les fameux produits sucrés qui vont être là essentiellement pour le plaisir et qui est important aussi. Voilà. Donc voilà, c'est cette famille d'aliments regroupés. Et puis après, en fonction de quand on a travaillé cette famille, s'il vous plaît. Quand on a travaillé cette famille, du coup, comment on les intègre dans notre répartition dans la journée. Donc on met des codes de couleurs justement pour que ce soit plus facile pour les parents de savoir, voilà, produits laitiers c'est bleu, produits céréaliers c'est marron, matière grasse voilà c'est jaune. Et du coup on détaille avec une entrée, un plat avec des féculents, de la viande, du poisson, des œufs et puis des légumes surtout, et un laitage et un fruit en dessert. Et surtout l'eau à table, ça c'est très important. Quand ils sont très enfants, on n'insiste pas forcément sur la viande le soir. Il n'y a pas forcément d'obligation, nos enfants consomment trop de viande. Si on a fait féculent le midi, on va plutôt faire des légumes le soir ou inversement, enfin après on s'adapte. Le fromage, si on l'a donné le midi, le soir on va plutôt être sur un yaourt. Et puis le soir, on dit de manger en moins grande quantité. On va travailler les structures du goûter aussi. Et puis surtout, le plus important, c'est pas sauter de repas bien sûr. Et que du coup, on est à peu près... Donc après, l'équilibre alimentaire, c'est pas non plus sur un repas ou sur la journée, c'est même sur plusieurs jours. Donc c'est pas grave s'il y a un repas, il n'y avait pas telle famille, etc. Mais bon, dans l'idée, c'est que la plupart des jours, ça soit ça qui soit respecté. Et puis, on va leur présenter un tableau avec les codes de la route, donc avec les aliments conseillés, hein, ceux qui font partie, qui sont des indispensables, plutôt ceux qui sont à limiter et ceux qui doivent être très occasionnels, qui sont des plaisirs de fêtes, anniversaires, etc. Bien sûr, on leur tient un mot sur la quantité de ce qu'ils mangent. Et puis tout ce qui est les grignotages, manger lentement, etc. On travaille également dessus. Et on leur demande, en général, surtout, c'est d'augmenter les fruits et légumes, de limiter les graisses visibles, parce que vous en retrouvez aussi dans des cachets, dans les chips, dans la charcuterie, dans des plats préparés type panure, etc. Et puis limiter les produits sucrés. Ça va pour ça? Ouais. Oui. Juste une précision pour l'index glycémique, vous en parlez? Non, à cet âge-là, on n'est pas... Oui. Non. Dans l'index glycémique, c'est pas à cet âge-là. Donc effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé pour les portions, donc c'est différent. Ça, c'est important. L'enfant n'a pas la même assiette que papa. Je le dis, parce qu'il y a des enfants qui font la compétition pour faire comme papa. Non, c'est que quand on a 5 ans, on a la moitié d'un steak, pas plus. En général, moi, j'ai un bon repère, c'est... Jusqu'à 10 ans, je rajoute un 0 à leur âge. Donc à 3 ans, on a à peu près entre 30 grammes, à 5 ans, 50 grammes. Un steak, ça fait 100 grammes, donc en général, on coupe en deux, ça fait 50 grammes. C'est un repère que... Oui, après, je peux utiliser le repère de la main, par exemple, pour la quantité de pain. Je leur dis, il ne faut pas qu'elle dépasse sa main à lui, pas la main de maman, sa main à lui. Donc ça donne un repère. Ça c'est des repères assez pratiques qui, en plus, les enfants vous le ressortent, ils s'en souviennent, ils vous le ressortent aux prochaines consultations. Du coup, donc c'est important de tenir compte de l'âge, si c'est une fille ou un garçon, et c'est surtout de la dépense physique. Ça, c'est un enfant qui se dépense beaucoup, ou si c'est un enfant qui ne se dépense pas du tout. Donc voilà, les quantités sont différentes. Ça c'est juste pour votre culture, je vous ai mis en fonction de l'âge et après du sexe qu'on mange dans une journée. Donc ça peut être un tableau qui peut vous aider, même pour votre culture générale.
avec des équivalences aussi. Ok, ça veut dire quoi? C'est équivalent à quoi? 150 ml de lait, bah, c'est un yaourt, un 1/8 de fromage, etc. Donc ça vous donne des idées pour savoir. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quoi 50 grammes? Bah, 50 grammes, c'est un œuf, c'est une tranche de jambon, c'est un demi-steak, un demi-pavé de colin, c'est 2 poissons panés, 2 nuggets de poulet, une et demie saucisse de volaille. Enfin voilà, ça vous donne des repères pour vous avec les calories, etc. Ok. Et puis aussi, il y a un truc qui est pas mal, c'est de travailler sur les équivalences pour qu'ils prennent aussi plus conscience avec les plaquettes de beurre et de sucre, de leur dire, bah, par exemple, sur la lecture d'étiquette, vous avez une barre chocolatée là, avec 50 grammes par exemple. À l'arrière, vous allez avoir donc les chiffres, mais qui finalement sont pas parce qu'il faut savoir les interpréter, hein, les étiquettes, c'est pas forcément facile de savoir, oui, 50 grammes, ça veut dire quoi? Donc du coup, on va travailler sur en morceaux de sucre par exemple, combien de morceaux de sucre ça équivaut ta barre de chocolat, et puis en combien de plaquettes de beurre. On utilise des petites plaquettes de beurre des restaurations collectives ou de cuillères d'huile aussi, pour que ça soit plus parlant pour eux. C'est plus parlant de travailler comme ça que de leur dire oui, il y a 15 grammes de glucides, mais c'est quoi des glucides simples, des glucides complexes? Enfin, ça parle pas forcément aux parents, et je pense que c'est une volonté aussi des industriels. Mais du coup, voilà, nous on travaille plutôt comme ça, voilà, un paquet de chips ou un aliment souvent qu'ils ont l'habitude de manger très souvent, mais on va apprendre à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, dans le Nutella par exemple, ou des frites, ou un paquet de gâteaux, etc. Donc on va travailler sur ça, les équivalences en morceaux de sucre et en cuillère d'huile ou plaquettes de beurre. Donc effectivement, on leur donne aussi des règles un peu de bon sens, hein, mais qui est important aussi à évoquer. Il y a aussi donc l'importance des repas qui sont pris à table, y compris le goûter. Souvent, il y a des enfants qui vont goûter, par exemple, à l'étude, ils vont rentrer, ils vont regoûter une deuxième fois, parce que pour lui, l'étude, c'était un encas, c'était pas vraiment son goûter. Donc du coup, voilà, c'est important que les repas sont un cadre, hein, pour les enfants. C'est quand je suis assis, même pour le goûter, c'est que je prends un repas, parce que le goûter est un repas, et qu'il est aussi important que les autres repas, et que du coup, voilà, on veille à ce qu'ils soient pris assis comme les autres. Aussi, on leur explique physiologiquement que c'est important qu'il y ait au moins 20 minutes pour manger en famille, dans le calme, si possible sans la télévision, pour justement apprendre à mâcher, à savourer les aliments aussi. Enfin, c'est toute une découverte. Je les invite vraiment à développer cette curiosité, surtout chez les enfants. Voilà, ça c'est un point aussi, j'insiste beaucoup, parce que sinon, finalement, c'est des enfants qui mangent très très vite, qui prennent même pas le temps, souvent même font autre chose en même temps, et du coup, ils sont pas du tout pleinement conscients de ce qu'ils font, et justement, ils vont tendance à manger trop, ou voilà, ils sont complètement déconnectés du corps, et justement, j'essaye un peu d'aligner les deux. Et pour les aliments plaisir, donc quand ils ont l'habitude de consommer certains, on va instaurer des fréquences en fait, hein, tout simplement. On va dire ça, le croissant tu y as le droit, mais une fois par semaine, ou les frites tu peux, mais que 2 fois par mois, ou le fast food c'est 1 fois par mois maximum. Voilà, c'est à limiter, mais sans les supprimer aussi. Tout à l'heure, il y avait écrit goûter, il y avait 2 propositions de goûter, alors les tâches fruits et avec les morceaux de chocolat. Pain chocolat toute la semaine, c'est possible ça? Après, moi je leur dis toujours de changer, de varier, de changer. Est-ce que ça peut être le plaisir? Oui, après, oui, voilà. Ça peut même, des fois, j'intègre des biscuits. Hein. Ça peut m'arriver de mettre des biscuits au goûter. C'est d'ailleurs un repas où j'intègre des biscuits. Parce que l'idée, c'est pas qu'ils se disent, ça, j'ai plus le droit. Ou voilà. C'est de contrôler. Quel genre de chocolat? Honnêtement, moi, je leur dis, prenez celui que vous aimez. Parce que, quitte à se faire plaisir, je préfère qu'ils vont aller sur un chocolat qu'ils aiment, plutôt qu'aller prendre un chocolat noir qu'ils aiment absolument pas, et qui vont pas du tout accepter, ils vont pas adhérer en fait. L'idée c'est qu'ils adhèrent aussi. Et ça marche assez bien. Hein. Moi j'arrive à faire changer le pain Nutella avec ça, et je leur dis le faire fondre, etc. Et puis les parents me disent
en fait, franchement, il passe bien votre truc. Enfin, l'enfant, il mange du pain au chocolat, donc il se pose pas la question si c'est du Nutella ou... Voilà. Après, c'est des choses à essayer. Donc voilà, et puis du coup, donc là, j'ai mis les bonnes règles de vie. Manger 3 à 4 repas, ne pas se resservir, manger lentement, ne pas grignoter, limiter les aliments qui sont plus gras, plus sucrés, manger plus de fruits et légumes, limiter les plats du commerce, boire plus d'eau, enfin essentiellement d'eau plutôt que les sodas, les jus, les sirops, faire de l'activité physique tous les jours. Donc ça, c'est des règles un peu du quotidien. Et puis aux parents, je leur dis surtout de cuisiner moins gras et d'acheter par exemple au goûter plutôt des fruits ou voilà, faire plutôt des choses qui sont frais. Voilà. Après, j'essaye en fonction de si les parents travaillent pas. Enfin, il y a des choses aussi, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Juste une question par rapport à ça. Parce que souvent, les rythmes des familles, c'est assez soutenu. Et puis, les parents, s'ils travaillent tous les deux, le repas du soir, c'est... Oui, je suis consciente, voire 8h30. Oui. Donc, c'est juste avant d'aller au lit, en fait. Oui, après, c'est vrai qu'on peut très bien... prendre une salade emballée, la vider, enfin, il y a quand même des possibilités. Après, c'est vrai que des fois, je leur dis d'anticiper les repas aussi, et de congeler, ça peut être une solution. Et puis, pour manger équilibré, il ne faut pas non plus que ce soit... alors, c'est vrai que dans la tête des gens, ça paraît trop compliqué, mais si on fait une salade avec une tranche de jambon, un morceau de pain, un yaourt, un fruit, ça fait équilibré. Donc, est-ce que c'est trop tard Ouais, après l'horaire, ça c'est vraiment... C'est vrai que des fois, j'ai souvent des enfants qui me disent je grignote parce que je mange tard. Et là, dans ces cas-là, je dis aux parents, est-ce que c'est pas possible de les faire manger avec la grande sœur ou... Ça peut m'arriver. Hein. Après, je m'adapte au cas par cas. Si vraiment je vois que le repas il est à 21h30 et que l'enfant n'a fait que de grignoter, quand il arrive au repas, il a absolument plus faim. Parce que 21h30, il est censé être au lit. Ça peut m'arriver, moi, de dire est-ce qu'il ne peut pas manger avec sa grande sœur ou ses grands frères. Et puis, je m'adapte. Vraiment, après, c'est du cas par cas. Quelques conseils pratiques aussi pour si jamais vous avez des patients obèses dans votre clientèle. Du coup, les principales erreurs qu'on retrouve, c'est les sauts de repas. Donc, le petit déjeuner, il est souvent absent. Déjeuner qui est parfois à la cantine pas satisfaisant parce que très différent de ce qu'ils peuvent manger à la maison. Donc du coup, ils vont manger que des morceaux de pain. Alors ce qu'ils nous disent après, en réalité, je ne sais pas, mais voilà, qui peut arriver à ce qu'ils ne mangent pas du tout le repas et quand ils arrivent au goûter, du coup, ils mangent énormément parce qu'ils ont très faim et que le dîner, ils vont faire semblant qu'ils n'ont pas grignoté, donc du coup, ils vont manger comme tout le monde et du coup, tout ça va faire qu'il y a beaucoup de calories pour rien. Les grignotages aussi, moi j'aime bien savoir pourquoi ils grignotent. Est-ce que c'est de la faim, de la gourmandise, de l'ennui? Vous retrouvez souvent l'ennui, hein. C'est pour ça que je le maintiens, parce que voilà, ou plutôt une mauvaise habitude qu'ils ont pris, ou ils compensent une compulsion. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai fait le travail avec les émotions, etc. Donc ça c'est important de pouvoir un peu plus conscientiser leurs gestes alimentaires. Et puis les collations aussi, les biberons de lait avant de dormir, les petits gâteaux, les petits jus qu'on va donner comme ça de façon, sans forcément qu'il y ait un grand intérêt au niveau nutritionnel. On va travailler dessus aussi. Donc ça va être sur les rythmes alimentaires. On va travailler également sur les choix d'aliments, donc tout ce qui va être graisse cachée, les produits sucrés, les boissons sucrées aussi qui ne sont pas négligeables. Et puis finalement on se rend compte qu'il y a assez peu de laitage, assez peu de fruits et légumes et que les repas sont souvent les mêmes, c'est assez monotone, il n'y a pas beaucoup de variété. Du coup ça va être aussi des idées nous on leur donne par exemple des exemples de menus à essayer sur 2 semaines pour voir. Ça peut aussi aux parents qui achètent toujours la même chose de dire tiens je vais essayer ça ou cette recette que la diététicienne m'a donnée, etc. Et puis les quantités, donc ça c'est les principales erreurs aussi qu'on trouve. Forcément de féculents, de pain, ça c'est il se resserre très souvent. Le pain aussi, il peut avoir beaucoup de quantité de pain pour la sauce, pour le fromage, pour plein de choses, pour les grignotages aussi, le pain avec la charcuterie ou autre chose, le Nutella, etc. Excès de boissons et produits sucrés. Et puis les additions de matières grasses.
Donc à la fois pour l'assaisonnement, le mode de cuisson et pour ceux qui sont cachés. Donc par exemple, je pense tout ce qui est panure. Ah oui, mais je le fais au four. Oui, mais c'est déjà... Enfin voilà, il y a de la matière grasse en amont déjà. Donc voilà, on va veiller à ne pas additionner les matières grasses. Par exemple, si on fait des pâtes avec une sauce et un steak, on va veiller à ce qu'on ne met pas et du beurre pour le steak et je sais pas moi de la crème fraîche pour les pâtes et de l'huile pour la sauce. On va faire en sorte que on en met que dans un et puis après avec le mélange ça soit moins calorique. Et puis du coup les protéines d'origine animale, tout à l'heure je vous en ai parlé aussi, dans la viande. Voilà, souvent les enfants mangent le steak entier à leur très jeune âge, qui n'ont pas besoin, ou qui ont la viande le midi et le soir alors qu'ils n'en ont pas besoin normalement avant 10 ans. Voilà, le fromage aussi, on limite normalement un 1/8 de camembert, on est à peu près sur 30 grammes par jour, ça suffit. Et le lait aussi, donc surtout chez les tout petits, voilà, beaucoup de biberons de lait. Excusez-moi, j'ai une question par rapport aux compulsions et compensations, Ouais. grignotage. Est-ce que si vous décelez ça, vous référez à une psychologue? Alors pas forcément, mais on lui dit est-ce que tu pourrais faire autre chose à ce moment-là. Des fois c'est juste parce que ils n'ont pas appris, un peu comme les adultes, à exprimer leurs émotions. Des fois c'est juste ça, si tu dis ah t'as l'air en colère, ou est-ce que... Et des fois rien que le fait de parler parce qu'ils ont eu une mauvaise journée, qui arrive à tout le monde. Prise de conscience. C'est ça, en fait l'idée, mais c'est valable chez l'adulte aussi, c'est voilà, pourquoi je vais manger, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai faim ou il y a d'autres raisons, et le fait de comprendre qu'il peut y avoir d'autres raisons et d'en prendre conscience, des fois dire ah non c'est pas vraiment ça, c'est parce qu'en fait on m'a insulté à l'école, on m'a traité de sale gros et puis j'en ai marre et puis des fois rien que ça, le fait qu'il y a une écoute, le problème il est, enfin en tout cas il est entendu en tout cas. Les collations au niveau scolaire, il y a quoi comme recommandation? Normalement il y en a plus. Maintenant c'est un peu comme les cantines, du coup voilà, parce que les enfants mangeaient 2 fois quoi. C'est pour ça que Ouais. il me semble que dans certaines communes. Mais voilà, il m'est arrivé de faire des enquêtes alimentaires avec il m'est arrivé. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme les cantines, il y a des choses qui sont un peu... là aussi, je vous ai mis un peu des cas pratico-pratiques pour vous, pour votre pratique. Si j'ai le cas de portions excessives, qu'est-ce que je peux proposer comme solution? Souvent, vous allez retrouver le cas des portions excessives quand vous allez avoir que le plat. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, ni laitage, ni fruits, ni rien. Vous avez que le plat, donc forcément, quand c'est comme ça, vous mangez beaucoup plus que... Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une composante, une assiette avec peut-être 2 à 3 composantes selon les familles. Et ça, c'est un cas qu'on retrouve assez fréquemment. Et du coup, il n'y a pas de place pour ni de laitage, ni de fruits, ni d'entrée, ni rien. Donc là, on va apprendre à insérer un laitage, un fruit, parce que c'est important aussi pour, comme on l'a vu tout à l'heure, d'équilibrer en fonction de chaque famille d'aliments avec leur fréquence de consommation. Ils ont besoin de laitage, ils ont besoin de fruits. Et du coup, le plat principal va être diminué. Je travaille aussi avec les repères en cuillère à soupe, voilà. Ça peut être aussi, comme tout à l'heure, ça peut rassurer aussi les mamans de savoir, oui mais je mets combien de cuillères, je sais pas, moi. C'est vrai, quand on est adulte, on s'en rend pas compte, un enfant de 3 ans, il mange comment, on s'en souvient pas, voilà. Et du coup, ça peut donner un repère pour les parents. De manger dans les petites assiettes aussi, si possible plates. Parce que des fois, c'est juste psychologique, on a juste l'impression d'avoir une grande assiette, alors que finalement, c'est jouer sur l'effet d'optique. Du coup, et puis, moins de se resservir en féculents. Si vraiment, je dis à l'enfant, si après tout, en général, c'est très rare. Si après vraiment ton laitage et ton fruit, tu as encore faim, imagine, tu pourrais reprendre de légumes. En général, ils n'en reprennent pas. Donc, normalement, celui-là, voilà. Mais en tout cas, les féculents, on leur déconseille. D'ajouter des crudités aussi en entrée, ça permet un peu de calmer la faim et comme c'est riche en fibres, c'est pas mal. Et puis c'est surtout manger lentement, ça c'est pas faute de répéter, mais c'est très important parce que c'est des patients qui mangent très vite. Donc ça c'est quand on a le cas des portions excessives. Donc ensuite vous allez trouver les fameux grignotages, donc comme tout à l'heure je vous ai expliqué. Demander pourquoi il grignote. C'est vrai que l'enfant qui dit oui mais parce que maman elle arrive tard et puis on mange qu'à 21h30 et du coup voilà, vous comprenez que les grignotages sont plus de la faim que de la gourmandise et que l'enfant vraiment a faim à ce moment-là.
Donc on va essayer de trouver des solutions comme avancer l'heure du repas, de diminuer l'achat aussi de produits gras et sucrés dans les supermarchés. C'est sûr que s'il n'est pas tenté, l'enfant, il ne va pas forcément aller vers ces aliments-là. Modifier les grignotages si c'est possible, d'aller plutôt sur des laitages, des fruits. Il m'est arrivé aussi de proposer des crudités. Il y a des enfants qui n'étaient pas dérangés au goûter de prendre des crudités. Alors moi j'étais la première surprise. Des courses au supermarché, on va éviter aussi tout ce qui est gros volume, promotion, gros stock, machin. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est soi-disant pour les invités ou pour les occasions finalement sont mangés au quotidien et par les enfants. Du coup, et puis voilà, on fait par exemple une liste des courses avant d'y aller, on y va le ventre plein. Enfin, c'est des petites astuces comme ça qu'on peut leur donner pour les aider. Je vous ai montré l'image parce que les parents sont assez surpris quand je leur dis qu'il y a autant de sucre dans un verre de jus que dans un verre de coca. Ils ont l'air surpris parce que pensant que jus c'est des fruits, les fruits c'est bon pour la santé et qu'ils n'ont pas l'impression que voilà, c'est quelque chose de pas... et là, quand vraiment ils voient cette image de morceaux de sucre équivalents, ils ont l'air surpris. Du coup, c'est vrai que nous, d'ailleurs, dans le prochain PNNS, les jus de fruits seront dans les produits sucrés. Donc, le prochain là qui en travaille, on le mettra plus, même les 100%, hein, on les mettra plus avec les fruits et légumes parce que du coup, ça prête à confusion. Donc, l'eau à table, c'est la seule boisson indispensable. Donc, peu importe qu'elle soit plate ou gazeuse, mais c'est vraiment mon cheval de bataille parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui vont tellement perdre le goût de l'eau qu'ils ne vont plus boire de l'eau. Du coup, ça c'est vraiment c'est important. Limiter les sodas light, même si c'est light, ça entretient quand même le goût sucré. Hein. On est quand même sur... on a une attirance, on a une envie de sucrer. Ça a été montré par les études. Hein. Et puis après, l'eau, vous pouvez mettre une paille, des rondelles d'orange, de citron, de menthe, ce que vous voulez. L'idée, c'est que... il faut qu'ils commencent à prendre l'habitude que l'eau, c'est la seule boisson qui est à table et pas autre chose. Sauf occasion. Comment ? Pour le jus de fruits, oui. On est d'accord que c'est toujours une option pour un goûter. Pour un goûter ou parfois le petit déjeuner. Oui, après, des fois, ça dépend. En général, je leur dis soit le matin, soit le goûter, pas les deux. Ou vous faites moitié-moitié. En fait, il faudrait pouvoir s'en passer, manger un fruit entier. Voilà, l'idéal, c'est ça. Oui. C'est l'idéal, c'est ça. Parce que les parents pensaient bien faire, en fait. C'est ça qui est... C'est pour ça que je le dis comme ça. Voilà. Mais oui. Les fruits, c'est très bénéfique en termes de vitamines, même s'ils ont beaucoup de fructose, etc. Mais, donc, vous dites que... oui, moi, le jus, si possible, peut-être... Alors, des fois, ça dépend de l'âge. Hein. Le matin, ça m'est arrivé de le laisser. Ou quand je vois que l'enfant, ça fait partie de ses habitudes et que je vois qu'il y a un problème à l'enlever. Mais après, soit je leur dis pas le matin et le goûter, je leur dis soit vous faites moitié-moitié, mais soit... s'en passer. Mais s'ils peuvent prendre le fruit à la place, je vais toujours favoriser d'abord le fruit, puis après je vais essayer les compotes, et puis après je vais essayer le... Ouais. Mais après, c'est vrai que je m'adapte aussi en fonction de l'enquête alimentaire. Donc celui-là qui est assez compliqué, c'est le saut du petit déjeuner, hein. Du coup, souvent, les enfants se lèvent. Après, il faut voir comment ils dorment. Est-ce qu'ils dorment à quelle heure ? Ça, c'est important aussi comme question à poser. S'il vous plaît. C'est important comme question de... C'est bientôt fini, hein, ne vous inquiétez pas. C'est savoir à quelle heure ils dorment. Parce que c'est vrai que souvent, les enfants vont partir, se lever tard pour aller à l'école. Et du coup, ils n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner. Ils y vont le ventre vide. Et donc, du coup, on va... voir à ce qu'ils se couchent plus tôt pour se réveiller un quart d'heure plus tôt. On va travailler aussi sur la composition des petits déjeuners, s'il vous plaît, c'est bientôt fini. Sur la composition des petits déjeuners, pas toujours la même chose. Ils peuvent aussi faire appel à leur créativité, proposer des choses. Préparer la table la veille aussi, ça peut être quelque chose qui est fait pour le lendemain. Pour les enfants qui ne mangent pas du tout de petit déjeuner, on va lister avec eux, écoute, dans l'éventualité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mettre au petit déjeuner ? Commencer, on va faire une introduction avec 1 ou 2 aliments déjà. Voilà, c'est pas un petit déjeuner très complet, mais au moins on va commencer par certaines choses. Voilà, donc ça c'est un des cas qu'on retrouve, le saut du petit déjeuner qui est très fréquent.
Ensuite, vous allez avoir le manque de calcium, voilà, eux, ils en ont besoin, il y a des pics de croissance, surtout à l'adolescence, on va être sur plutôt 4 produits laitiers. Du coup, on va vraiment veiller à ce qu'il y ait un yaourt ou un morceau de fromage dans les repas, déjeuner et dîner. Et puis, alors le verre de lait, il est assez facile à intégrer. Voilà, en général, voilà, ça fait un peu boisson. Donc du coup, je l'intègre plus facilement, surtout sur certaines cultures, plutôt que le yaourt, qui est un peu plus... Voilà. Donc là, on va plutôt les mettre sur le petit déjeuner et le goûter. Et surtout aux courses, on va voir avec les parents d'acheter des laitages. Alors, vraiment, quand on vous dit yaourt, faites toujours préciser c'est quoi le yaourt. Parce que Danette, c'est pas un laitage. Je le dis, mais parce que souvent, c'est oui, c'est le yaourt avec le chocolat et le caramel, et voilà. Donc, ça, c'est pas un yaourt, c'est une crème dessert, donc on explique c'est quoi la différence. Et du coup, on va vraiment veiller à ce qu'ils achètent des yaourts. C'est plus du tout considéré un laitage. Ah bah, pour moi, non, on n'est pas dans des laitages. Je l'entends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est oui, une catégorie. ouais. On n'est pas du tout dans les mêmes familles d'aliments. Donc la sédentarité, du coup, donc, qui prend de plus en plus de place, donc c'est l'utilisation des transports, de la voiture, de la poussette pour les enfants, l'ascenseur, l'escalator, ce que vous voulez. C'est aussi le temps passé devant les écrans qui prend plus de place. Autrefois, on mettait supérieur à 2 heures par jour. Je ne sais pas combien vous faites, mais on l'atteint facilement, les 2 heures. Donc du coup, augmentation forcément des calories, parce que l'enfant fait exposition aussi aux publicités gourmandes. Et forcément, le plus grand impact qu'il va y avoir à ça, c'est une diminution de l'activité physique et de l'activité sportive. Donc c'est pour ça qu'on pose la question sur la sédentarité, c'est vraiment une question qui est très importante. Le trajet le matin à l'école, comment vous le faites? Est-ce que vous le faites à pied ou en voiture? Est-ce que il y a des escaliers pour monter à la maison? Vous prenez l'ascenseur? Donc ça, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à poser comme question, mais qui peuvent avoir leur importance. Donc l'activité chez les enfants, pour l'HAS, c'est l'équivalent d'1 heure de marche rapide par jour. Ouais. Il y a peu d'enfants qui arrivent et d'adultes aussi. Donc du coup, c'est ça qu'on recommande pour les enfants, c'est de faire au moins l'équivalent d'1 heure de marche rapide par jour. Alors, tout à l'heure, le docteur Amouyal vous a expliqué, même s'il n'y a pas un impact sur l'IMC, forcément, ça modifie la composition corporelle de la masse maigre qui va être augmentée et une diminution de la masse grasse, et ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, on va favoriser l'activité physique. Et là, comme tout à l'heure, vous parlez du week-end, etc., c'est vrai que quand les parents travaillent beaucoup le week-end, ils préfèrent se reposer, etc., donc l'enfant s'ennuie, reste à la maison. Ça, c'est aussi un truc à travailler. On va proposer des activités en famille, aller à la piscine, des balades en forêt, sortir sans la poussette, dans les aires de jeu. Maintenant, même en hiver, vous avez des aires de jeu intérieures. Et puis, tout ce qui va être trottinette, roller, vélo, skate, cerceau, corde à sauter, peu importe, tout est motif pour bouger. Voilà, donc vraiment sur ça, n'hésitez pas. Et puis l'activité sportive, du coup, ça aussi, donc ça doit respecter les possibilités physiques de l'enfant. Moi, j'insiste vraiment, parce que je peux avoir le retour, quelle est l'activité sportive qui fait plus perdre du poids alors là, ça m'est complètement égal. Moi, le plus important, c'est que l'enfant aime ce qu'il fait. C'est vraiment le premier critère, c'est l'envie. Est-ce qu'il a envie d'aller faire ce sport-là? Si il trouve du plaisir à y aller, peu importe. Si c'est du golf, c'est du golf. Si c'est du ping-pong, c'est du... Parce que des fois, il y a des représentations comme ça. Ah non, mais il ne se dépense pas du tout. Quand il fait, je sais pas moi, de l'équitation, il bouge pas, c'est le cheval qui fait tout. Oui, mais oui. Et eux, lui, il aime son cheval, donc c'est pour ça, son poney. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est important que si vous allez le faire courir, c'est pas la peine, quoi. Donc souvent aussi, il faut tenir compte qu'il y a des réticences par rapport aux moqueries, surtout quand c'est la piscine. Les enfants vont avoir mal au ventre bizarrement le jour de la piscine. Ça, c'est des choses qui peuvent vous mettre en alerte aussi. Maintenant, même dans les comment on appelle les certificats pour le sport, c'est plus détaillé. Tu peux mettre
en fonction... Non, je sais pas si genre tu fais une aptitude au sport, mais tu développes plus... pour quelle activité? Ouais, pour quelle activité, ouais. J'ai de citer le sport. Comment? Oui, mais je me demande, je sais plus, ça va peut-être changer. Ouais, parce qu'il me semble... Comment? Il n'y a plus besoin? Ça dépend des assurances. Parce que du coup le sport est passé sous prescription, c'est pour ça que je pose la question, c'est une prescription médicale maintenant, et je crois qu'on peut... Ouais. Donc du coup voilà, donc à chaque enfant déterminer ses attentes, si c'est plutôt l'ambiance d'équipe qui lui plaît, si c'est se dépasser, se mesurer un adversaire. Il y a des sports qui sont plutôt valorisés aussi, hein. Oui, je sais qu'il y en avait un comme ça au rugby, qui aimait bien faire du rugby parce qu'il rentrait dans tout le monde, et voilà, et puis tout le monde il était très valorisé à faire du rugby. Donc des fois il y a des sports comme ça qui peuvent, ou le judo aussi, ça m'est arrivé, Teddy Riner, voilà, il est souvent cité, oui. Ou le bateau, il y a des bateaux, ça c'est quand on est près de la mer, mais par exemple plus vous allez être lourd, plus quand le bateau se retourne pour repartir, c'est important. Et donc les enfants voulaient toujours le plus gros dans leur équipe, parce qu'après pour retourner le kata par exemple, ça se fait plus facilement. Donc c'est vrai que des fois, voilà, faut pas avoir l'image que toujours ça se passe mal, parce que vous allez avoir le cas où ça se passe mal, où il va y avoir des moqueries à la piscine, etc. Mais vous allez aussi avoir des sports où eux vont être valorisés, où c'est pas du tout un problème d'aller faire du sport, même aller à la piscine, c'est pas du tout un problème. Donc c'est vraiment chaque enfant est différent là. C'est vraiment ça. Et tout ce que je vous ai dit, là, vous allez retrouver sur le guide pour les parents d'enfants, qui est destiné aux professionnels de santé. Voilà, donc ça, c'est vraiment le guide qui est pour les professionnels de santé, ou qui vous détaille un peu tout ce qu'on s'est dit. Voilà, qui est fait par le PNNS. Donc soit vous avez directement accès sur Internet au livret, soit vous le commandez sur Paris Santé Nutrition. Enfin, pas n'importe quoi, Programme National Nutrition Santé. Il y a des P partout. Ouais. Juste pour peut-être finir, là on va évoquer un peu la chirurgie bariatrique. Donc Mélanie en a parlé, le docteur Amouyal en a parlé un peu avant moi. Donc sachant que l'anneau se fait plus vraiment. Donc là voilà, c'est plutôt sleeve et bypass. Donc il y a quand même un parcours chez les mineurs qui est de minimum 1 an, avec beaucoup d'exigences, plutôt plus que chez l'adulte, voilà, avec une demande, une première réunion en concertation pluridisciplinaire dans un centre spécialisé obésité. Suite à ça, donc on voit si on donne un avis favorable ou pas. Après, il y a une préparation à la chirurgie. Il y a une deuxième réunion de concertation. On voit si on donne avis favorable ou pas. Puis ensuite, on décide de l'intervention chirurgicale et du suivi post-opératoire du patient. Voilà, donc du coup, c'est très réglementé chez l'adolescent et qui prend minimum 1 an. Il y a des critères aussi à répondre. Donc du coup, dans quel cas on l'envisage? Après l'échec d'une prise en charge adaptée, suivie pluriprofessionnellement. Voilà, tout à l'heure on a parlé des fameux 2 ans, faut au moins ça. En dernier recours aussi, parce que c'est quand même une chirurgie lourde, qui a des complications, on l'oublie, mais qui a des complications et des difficultés au quotidien, même longtemps après l'intervention. Donc du coup, et puis c'est surtout, tout à l'heure ça a été soulevé, elle permet pas elle seule de perdre du poids et de le stabiliser dans le temps. Donc vraiment, du coup, ça a condition de modifier ses habitudes alimentaires, d'augmenter son activité physique et surtout d'être médicalement suivi à vie. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment insister avant de prendre une décision. Il y a 4 critères chez l'adolescent qui a été vu un peu tout à l'heure. Donc au moins minimum 15 ans. Après, au cas par cas, il peut arriver qu'on discute entre 13 et 15 ans, mais c'est vraiment très très rare. Donc il faut que la croissance osseuse et la puberté soient suffisantes. Donc il y a des échelles de Tanner et d'âge osseux à respecter. En général, 13 ans chez les filles, 15 ans chez les garçons. Présenter un IMC donc, qui est supérieur à 35 avec au moins une comorbidité sévère, donc un diabète, un syndrome d'apnée du sommeil sévère, une hypertension intracrânienne, une stéatohépatite sévère, etc. Ou un IMC qui est supérieur à 40 adulte, du coup équivalent adulte, et une altération majeure sur la qualité de vie physique ou psychologique. Tout ça, c'est des critères aussi de l'HAS.
Et puis, bien sûr, une maturité psychologique assurant une compréhension, ainsi que l'entourage. Hein. Il y a l'adolescent et l'entourage des risques d'une telle chirurgie et de son engagement à vie dans les changements diététiques, dans le suivi médical, etc. Donc ça, c'est les 4 critères chez l'adolescent. Et dans quel cas c'est une contre-indication chez les enfants pré-ados, donc avant l'âge de 13 ans, chez les adolescents présentant des troubles psychiatriques décompensés ou non pris en charge, dans les obésités syndromiques avec retard mental sévère, et puis chez les adolescentes enceintes ou allaitantes, et celles qui planifient une grossesse dans les 2 ans, voilà, on va être en contre-indication. Et puis, du coup, les médicaments ne sont pas du tout recommandés chez l'enfant et l'adolescent, beaucoup d'effets indésirables, et il y a peu d'études, surtout en milieu pédiatrique. Voilà. Si on a le temps, il nous reste 5 minutes, je voulais juste vous faire un cas clinique pour que ce soit plus pratique pour vous. Alors, on a une petite fille de 8 ans qui est d'origine africaine, qui mesure 1m34 pour 45 kg, donc elle a un IMC à 25, une obésité, voilà. Sa prise de poids, donc elle a commencé à 1 an et demi, ici. Puis, du coup, elle a augmenté à peu près jusqu'à 2 ans et demi. Il y a eu une légère amélioration jusqu'à 4 ans et demi. Et puis, depuis, ça monte. Voilà. Et quand on fait l'enquête alimentaire de Fatoumata, on retrouve donc un bol de lait demi-écrémé avec des céréales chocolatées. Donc le déjeuner à la maison, c'est un plat traditionnel africain à base de viande en sauce et du riz en accompagnement. Donc cette préparation nécessite beaucoup d'huile, on est 2 litres par semaine pour 5 personnes. Des quantités importantes du plat principal parce qu'il y a rarement un fruit ou un yaourt. Et la boisson à table est souvent le jus. Quand elle rentre de l'école, le goûter, c'est un pain au lait aux pépites de chocolat avec une briquette de jus. Et le dîner, on est à peu près comme le déjeuner. Fatoumata, elle ne grignote pas entre les repas. Elle ne pratique pas de sport et en dehors de l'école. Et son trajet à l'école, c'est de 10 minutes aller-retour. Alors sur ça, c'est vous qui allez travailler maintenant dans les 3 minutes qui restent. Qu'est-ce qu'on souligne, qu'est-ce qu'elle fait qui est bien et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution sur certaines choses. Ça c'est super bien, c'est qu'en fait elle mange à table, j'imagine, avec ses parents. Ouais. C'est chouette. Le truc un peu compliqué, c'est que les parents revenir sur le plat traditionnel. Ouais. Pas assez de légumes, ouais, pardon. Oui, enrichir, lui demander d'abord, avant d'attaquer le plat principal, d'attaquer les crudités, de garder un peu d'appétit quand il n'y a pas de fruits. Ouais. Il y a d'autres choses. Le petit-déj. Qu'est-ce qu'elle fait déjà qui est correct là? Elle grignote pas. Elle a 3 repas, très bien. Les portions. Ouais. Arrêtez de se resservir, les portions, petites portions. Alors là, on ne sait pas si elle se resserre. Les céréales. Elle a une quantité importante à la base. Après, c'est vrai que des fois, dans cette culture-là, c'est des plats communs. Ils mangent dans la même... donc, c'est difficile de quantifier. La façon de cuisiner avec l'huile. Ouais, l'huile, ouais. En fait, les céréales chocolatées sont peut-être extrêmement sucrées, peut-être qu'il faut pouvoir les céréales. Alors, Et les pains au lait au chocolat, si ça se trouve, c'est ultra... Alors, on va voir du coup donc, effectivement, il n'y a pas de grignotage. On est sur 4 repas par jour. Donc, le déjeuner et le dîner, c'est un plat unique qui est souvent du coup riche en lipides. Et tout à l'heure, vous avez souligné, il y a de nombreux aliments qui ne sont pas représentés suffisamment. Donc voilà, les crudités par exemple. Donc c'est important aussi de ne pas changer le type de plat proposé parce que c'est aussi leur histoire, leur culture. Vous voyez, on ne peut pas calquer sur en disant c'est pas bon ce que vous faites, vos traditions culinaires africaines c'est pas bien. Nous on va vous faire apprendre ce que c'est. Voilà. Ouais. Non mais c'est important parce que du coup c'est plutôt moi qui va m'adapter finalement à ce qu'ils font déjà. Hein, on n'est pas dans un truc, tout ça on enlève et voilà. Donc ça c'est important de l'avoir en tête, hein, je l'ai mis exprès. Du coup effectivement, donc là, la quantité d'huile, on va aller sur 1 litre par semaine déjà pour commencer pour les 5 personnes. Sur la portion principale, on va diminuer la portion mais on va essayer en tout cas de prendre des crudités en entrée ou mélanger avec le plat et d'ajouter un produit laitier et un fruit ou un verre de lait. Le verre de lait s'intègre facilement dans ces cas-là.
Donc là, vous avez le jus qui était aussi à table. Donc celui qui est à table, on va le remplacer par de l'eau, mais on va conserver la petite briquette de jus au goûter. Voilà. Du coup, la composition des goûters, on va veiller à ce que c'est pas tous les jours le pain au lait avec les pépites de chocolat. On va mélanger avec le pain, on va mélanger avec d'autres choses. Enfin, on va les varier. Et puis du coup, augmenter l'activité physique parce qu'elle fait finalement si on regarde bien, elle n'a pas d'activité sportive et elle a juste les 10 minutes d'aller retour à l'école. Et il est 1h, alors je vous remercie. Elle n'a pas 3 fois les retours, elle va le matin, au déjeuner. Oui, elle y va 4 fois, mais elle y va 4 fois, mais si vous voulez, c'est pas vraiment. Elle peut faire plus, quoi. Oui, ouais. C'est 1 heure, mais elle peut s'inscrire à un sport ou voilà.